Ce montage-ci permet d'étudier les variables d'état, pression, température, volume et quantité de matière pour un gaz. Un ballon à col droit renferme une quantité de matière de gaz R de volume V. Ce ballon est fermé par un bouchon à 3 trous et relié par des tubes à un manomètre absolu et un manomètre différentiel. Le tube en U qui contient un liquide coloré pour voir la différence de pression. Normalement, on utilise le mercure, mais à défaut, on a utilisé l'eau colorée. Le troisième trou est fermé par une burette contenant à son extrémité une poire afin de fermer le système et avoir la possibilité de faire entrer ou sortir une quantité de matière de gaz. On se demande en premier temps comment peut-on remplir un ballon d'air. Il n'y a rien de simple que ceci. Or, tout flacon ouvert est en communication avec l'air atmosphérique, c'est-à-dire qu'il est au préalable rempli d'air. Et pour être convaincu, on a rempli totalement le ballon en eau colorée, comme le montre le montage. Grâce à une seringue de volume V égale 60 ml environ, on remplit le ballon d'air. Il suffit d'aspirer l'air en tirant le piston, puis d'introduire le tube, l'ouverture de la seringue à l'intérieur de l'eau sous le col du ballon. En répétant l'opération plusieurs fois, on fait introduire une quantité de matière qui est proportionnelle au volume ajouté. Remarquons que le nombre de fois qu'on doit remplir la seringue est lié au volume de la seringue et au volume du ballon. C'est le volume du ballon sur le volume de la seringue. On note V1 le volume de la seringue et N1 la quantité de matière d'air qu'il contient. La quantité d'air contenue dans le ballon est N2. Il a pour volume V2. Puisque le ballon est ouvert sur l'atmosphère, on peut dire que le gaz emprisonné à l'intérieur du ballon est égal à la pression atmosphérique. Même chose pour le gaz à l'intérieur de la seringue. La pression P et la température T sont donc constantes durant cette opération. Il y a une proportionnalité entre N et V. Donc V2 sur N2 est égal à V1 sur N1 est égal à une constante. Cette constante n'est que le volume molaire Vm du gaz. La quantité de matière N s'écrit N égale V sur Vm. V volume du gaz, Vm volume molaire. Vm ne dépend que de la température et de la pression. On continue encore à introduire des quantités d'air à l'intérieur du ballon. Le volume V du gaz à l'intérieur du ballon est proportionnel donc à la quantité de matière. Et on se demande la question, quand est-ce que le ballon est rempli totalement? Il suffit de remarquer au col du ballon lors de la sortie des bulles d'air à l'extérieur. Voilà donc, c'est totalement rempli. Le ballon de volume V est donc rempli d'air à pression atmosphérique. L'étape suivante consiste à fermer le ballon à l'aide du bouchon à 3 trous qui contient 2 tubes ou tuyaux reliés à 2 manomètres, l'un absolu
à affichage numérique et l'autre différentiel tube en U contenant un liquide. Ce n'est pas grave si on a oublié de boucher le troisième trou, il communique avec l'atmosphère. Or, l'air rempli, c'est à pression atmosphérique. On rappelle que la pression d'un gaz est due à l'agitation thermique des molécules qui le constituent. Elles sont en perpétuel mouvement et entrent en choc entre elles et avec la paroi du récipient. Jusqu'à présent, la pression à l'intérieur du ballon est égale à la pression atmosphérique est égale à la pression de l'air ambiant à l'extérieur du ballon. On s'intéresse par la suite à la pression P du gaz à l'intérieur du ballon lorsqu'on fait changer l'une ou plusieurs variables d'état. Dans cette première partie, on doit chauffer le gaz à l'intérieur du ballon. Il suffit d'y verser à l'extérieur une quantité d'eau chaude, dont on mesure maintenant la température. On voit que la température augmente par rapport à la température ambiante. Donc on va voir l'effet de l'augmentation de la température T. On remarque alors une différence de niveau de liquide dans le tube en U. Cela veut dire qu'il y a une différence de pression On mesure cette différence de niveau du liquide dans le tube en U. On la note H. La pression P du gaz est supérieure à la pression atmosphérique. On écrit alors P moins P atmosphérique est égal à H. Ici, on utilise au lieu de l'eau colorée du mercure Hg à l'intérieur du tube en U. On vous rappelle que 76 cm de Hg correspond à une atmosphère. Cette expérience montre que lorsque la température augmente, la pression augmente. Et il y a une proportionnalité entre P et T, c'est la loi de Charles. Bien sûr, lorsque le volume et la quantité de matière restent constants. On écrit P sur T égale à une constante. Explication: pour des températures relativement faibles, l'agitation thermique est faible et la vitesse des molécules est faible. Mais lorsque la température augmente, l'agitation thermique augmente et la vitesse augmente, donc la pression augmente. Attention, si on continue à chauffer, le liquide peut déborder du tube. Le remède est d'ouvrir un peu le robinet pour que les pressions s'égalisent en faisant sortir une quantité d'air contenu à l'intérieur du ballon. À cet instant, P égale P atmosphérique. Nous allons remarquer que la pression du gaz P devient après légèrement inférieure à la pression atmosphérique. Pourquoi? Tout simplement parce que le ballon était relativement chaud et il devient de plus en plus froid en contact avec l'atmosphère. C'est pourquoi la température diminue. C'est le contraire de tout à l'heure, donc une diminution de la pression P du gaz. Pour revenir donc au même état initial, on doit ouvrir le robinet et laisser le ballon refroidir jusqu'à la température ambiante. En observant la différence de niveau du liquide dans le tube en U, jugez, est-ce que l'eau qu'on ajoute maintenant est chaude ou froide? La différence de niveau observée montre que P gaz est supérieur à P atmosphérique. Donc la température a augmenté, on a utilisé l'eau chaude. Que se passe-t-il si on ouvre le robinet pour que le ballon soit en contact avec l'air extérieur? La pression du gaz devient égale à la pression atmosphérique. Ceci est dû à la sortie d'une quantité de matière de gaz au robinet ouvert. Il faut signaler que le gaz n'est pas dans le même état où il était au préalable
puisqu'on a évacué une quantité de matière de gaz. Et en plus, la température à l'intérieur du ballon est encore plus supérieure à la température ambiante. Cette expérience montre que pour que les gaz restent à la même pression P égale P atmosphérique après chauffage, il faut que la quantité de matière N diminue. Ceci lorsque le volume du gaz reste. On passe à une nouvelle expérience. Ici encore une fois, la différence de niveau du liquide dans le tube en U montre que la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique. L'air à l'intérieur du ballon est encore chaud. Et on va voir ce qui va se passer si on ajoute de l'eau froide, c'est-à-dire que si la température diminue. On remarque alors que le liquide monte dans le tube en U du côté relié au gaz. Cela veut dire que la pression du gaz P diminue lorsque la température diminue. Cette expérience illustre encore une fois la loi de Charles. Pour déterminer la pression absolue du gaz, il faut tenir compte que P atmosphérique est supérieur à P, c'est-à-dire la valeur absolue de P moins P atmosphérique est égale à H', c'est-à-dire P atmosphérique moins P est égal à H', ou encore P égale P atmosphérique moins H'. Lorsque T diminue, P diminue, mais le rapport P sur T reste constant, c'est la loi de Charles. Si on désire égaliser les deux pressions, c'est-à-dire P égale P atmosphérique, même si l'air est encore chaud, il suffit de faire introduire une quantité de matière de gaz, air, en ouvrant le robinet. La pression P du gaz à l'intérieur du ballon est inférieure à la pression atmosphérique. Lorsque j'ouvre le robinet, une quantité d'air entre, c'est-à-dire la quantité de matière N augmente. Et le gaz se trouve dans un autre état. On résume ceci en disant que si on veut que le gaz garde la même pression P égale P atmosphérique, même après refroidissement, il faut augmenter N. C'est-à-dire à pression constante et à volume constant, lorsque la température T diminue, la quantité de matière N augmente. On voit ici que la pression des gaz est inférieure à la pression atmosphérique. L'ouverture du robinet permet à l'air de l'atmosphère d'entrer dans le ballon et égaliser les pressions. On va maintenant éliminer le manomètre différentiel et se baser sur le manomètre absolu à affichage numérique. On va refaire presque les mêmes expériences en utilisant donc le manomètre absolu. À cet effet, on a déjà préparé deux ballons contenant l'un de l'eau froide, l'autre de l'eau chaude, afin de varier par la suite la température. Notons que le ballon a col moins long qui comporte l'eau chaude. Nous allons montrer qualitativement la loi de Charles, c'est-à-dire la variation de la température entraîne la variation de la pression lorsque le volume et la quantité de matière restent constants. On doit donc boucher le tube qui était relié au tube en U manomètre différentiel pour que la quantité de matière reste constante. Nous allons augmenter la température de l'air contenu dans le ballon en y versant une quantité d'eau chaude à l'extérieur du ballon. On remarque alors que lorsque la température T augmente, la valeur de la pression augmente. C'est la loi de Charles. À retenir pour cette expérience, la quantité de matière N du gaz reste constante, son volume reste constant, et lorsque la température augmente, la pression augmente, mais le rapport P sur T reste constant. C'est la loi de Charles. Regardons ce qui se passe si j'ouvre le tuyau, c'est-à-dire relié
le ballon à la pression atmosphérique. P gaz égale P atmosphérique. On voit des bulles d'air dans l'eau du cristallisateur. Cela veut dire que l'air sort du ballon. La quantité de matière, donc N, diminue. En continuant à chauffer le ballon contenant de l'air, on remarque plus de bulles dans l'eau du cristallisateur. Et le manomètre absolu indique toujours la même pression, P est égale à P atmosphérique. Cette partie de l'expérience montre que, à pression constante et à volume constant, si la température T augmente, la quantité de matière doit diminuer. Les bulles continuent à s'échapper car le gaz se réchauffe encore, mais le manomètre indique une valeur fixe, donc pression constante, et le volume du gaz c'est constant à l'intérieur du ballon. On se demande maintenant qu'est-ce qu'on va observer si on ajoute de l'eau froide, c'est-à-dire abaisser la température tout en laissant le tube à l'intérieur du cristallisateur. D'après ce qui précède, on s'attendait à ce que petit n augmente, la quantité de matière doit augmenter car la température va diminuer et l'air entre dans le ballon. À cause de la présence de l'eau dans le cristallisateur, l'air ne peut pas entrer dans le ballon. Et la pression de l'air à l'intérieur du ballon va diminuer, puisqu'on l'a refroidi. Le système va alors évoluer de la façon suivante. La surface de l'eau du cristallisateur est en relation directe avec la pression atmosphérique. D'autre part, l'eau du cristallisateur est reliée au ballon à pression inférieure à la pression atmosphérique. D'une part, conséquence, l'eau doit entrer dans le ballon, c'est-à-dire passer du côté où la pression est égale à la pression atmosphérique au côté où la pression était faible. Tant que la pression à l'intérieur du ballon est inférieure à la pression atmosphérique, l'eau doit pénétrer à l'intérieur du ballon. L'arrêt sera lorsque P gaz est égal à P atmosphérique. Et on peut toujours diminuer la pression en refroidissant. Cette partie de l'expérience montre que si on veut diminuer la température T d'un gaz sans changer sa pression P égale à P atmosphérique et sans changer la quantité de matière N, on doit diminuer son volume. Cette diminution de volume de l'air à l'intérieur du ballon est égale au volume V d'eau qui monte dans le ballon. On a indiqué en écriture rouge V le volume du gaz emprisonné dans le ballon avant refroidissement. Et en bleu le volume VE d'eau entrée dans le ballon. Le volume du gaz devient VR inférieur à V. On récapitule. À pression constante et à quantité de matière constante, lorsque T diminue, le volume diminue. Pour cette expérience, on va étudier la loi de Boyle-Mariotte. À l'aide d'une seringue, on aspire une quantité d'air, de quantité de matière N et de volume V. Le virture de la seringue doit être relié, ce qui permet de mesurer à chaque instant la valeur de la pression absolue des gaz renfermés dans la seringue. Avant de déplacer le piston, le manomètre indique une valeur de 904 ou 905 hectopascal. C'est la valeur de la pression atmosphérique. On tire progressivement le piston, c'est-à-dire on augmente le volume des gaz emprisonnés dans la seringue et on remarque que la pression P diminue. Par la suite, on va diminuer le volume V du gaz en poussant le piston. Et pour chaque valeur du volume V, on note la pression P du gaz.
Ce tableau montre déjà que lorsque le volume du gaz diminue, sa pression P augmente. Il n'y a pas de proportionnalité entre P et V. Et on va montrer que la pression P du gaz est inversement proportionnelle à V. Pour cela, on calcule pour chaque valeur de P et V le produit PV. Résultat, le produit P fois V reste constant. C'est de l'ordre de 31 litres hectopascal. C'est la loi de Boyle-Mariotte. PV égale une constante. Récapitulation. Les variables d'état d'un gaz sont la pression, le volume, la température et la quantité de matière. À température constante et pression constante, le volume du gaz est proportionnel à la quantité de matière. Formule N égale V sur Vm. Pour une quantité de matière N de gaz déterminée et à volume constant, la pression P du gaz est proportionnelle à la température. C'est la loi de Charles. P sur T égale une constante. Pour un gaz de volume constant et de pression constante, si la température T augmente, la quantité de matière N doit diminuer. Et pour un gaz de volume constant et pression constante, si la température T diminue, le volume doit diminuer. Il existe une formule dont apparaissent toutes les variables d'état d'un gaz. C'est la loi des gaz parfaits. PV égale nRT, avec grand R constante des gaz parfaits. R égale 8,314 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Ou R égale 0,082 litres atmosphère Kelvin moins 1 mol moins 1. Cette formule montre que lorsque T augmente, P augmente. Pour N et V constants. Et pour T et P constantes, le volume du gaz augmente lorsque le nombre de moles augmente. Et si la pression P et le nombre de moles N restent constants, l'augmentation de la température conduit à l'augmentation du volume V. Le volume molaire des gaz. Le volume molaire Vm d'un gaz dans des conditions bien déterminées de pression et de température est égal au volume occupé par une mole de gaz. Il est le même pour tous les gaz. Relation 1, loi des gaz parfaits en considérant n mole. Relation 2, loi des gaz pour les gaz parfaits en considérant une mole. Divisons membre en membre la relation 1 sur 2. Ça donne une relation déjà vue, V sur Vm égale N. On tire l'expression de Vm d'après la relation 2. Vm égale ART sur P. Cela veut dire que le volume molaire ne dépend que de la température et la pression. Dans les conditions normales de pression et de température, θ égale 0 degrés Celsius et P égale 1 atmosphère, le volume molaire vaut Vm égale 22,4 litres mol moins 1. Et dans les conditions standards, θ égale 25 degrés Celsius, P égale 1 bar, le volume molaire vaut Vm égale 24,79 litres mol moins 1. C'est la fin de cette série d'expériences et à la prochaine.